l'AI qui ont été faites la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a choisi un panel qu'on va espérer représentatif mais divers, et en commençant par les femmes, avec Marine Vidal qui a monté une superbe entreprise d'appui sur une AI pour discuter la vision par ordinateur, qui permet, en filmant des rayonnages, de vérifier que tout est bien en place. Au début, elle avait une vision très large, si possible, parce qu'elle a même été sollicitée, je le dis, par la NASA. Alors, ce n'est pas la NASA, en fait, c'est Airbus Aerospace. C'est un tout petit peu en dessous. Pour poser des satellites, parce que là, tu veux aussi la reconnaissance visuelle. Donc, au début, il y a eu une espèce d'extraordinaire wow effect dans ce qu'elle pouvait faire avec son application. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait des cas d'usage qui discutaient totalement leur industrie, notamment dans le retail, et on contribue à les épauler pour leur faire rencontrer des personnes qui peuvent se servir de leur solution. Donc là, on verra que pour toi, l'AI, finalement, c'est ton outil et c'est ton fer de lance. Nicolas, c'est intéressant sur un autre angle, puisque toi, tu fédères une communauté, on va dire d'influenceurs, mais je suis prudent sur le mot parce que ça amène plus en B2C. Toi, ils sont en B2B et tu aides des marques à asseoir leur notoriété ou se faire connaître ou se développer commercialement en ayant fédéré, un peu comme nous, différemment, mais une communauté de mentors B2B. Sauf que toi, ben, voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent parler, notamment certaines élèves. On va voir, au travers de ton expérience sur ces derniers mois, comment tu fais évoluer peut-être ton business model sur ce sujet-là. Michael, toi, tu as plusieurs entreprises, de l'industrie 4.0 à la transformation digitale traditionnelle avec du conseil, à du conseil en images. Et c'est toujours bien de mêler, parce que souvent la créativité parle mal aux ingénieurs. Donc, toi, tu as réussi cette fusion dans la belgitude, et c'est peut-être ça le secret qui t'anime. Mais aussi, tu es un spécialiste d'AI dans des applications assez industrielles et tu es finalement assez calme sur ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée aux entreprises par rapport à la peur qui peut prendre un petit peu le dessus aujourd'hui. Et puis, on a le deuxième associé de Célus, Frédéric, aujourd'hui Brajon, qui va nous parler, parce qu'on se parlait au début avec son associé Marc, que vous avez entendu tout à l'heure, de comment vont les affaires. Et Marc nous disait, ça va bien, mais on pourrait se faire discuter quand même par l'AI. Et j'étais quand même stupéfait, parce que quand on voit la valeur ajoutée d'un cabinet de conseil comme le vôtre, j'étais un peu quoi quand tu m'as annoncé ça. Donc j'aimerais bien voir un petit peu comment vous intégrez ces sujets-là, soit chez vos clients, soit parmi vous. Et Vincent, merci d'être là. Alors il y a un petit clin d'œil parce que Vincent est le CIO historique du groupe Webhelp depuis une vingtaine d'années. Donc ça me fait plaisir de le dire parce que quand quelqu'un sort d'HEC, dont on est chez les alumni aujourd'hui, il aura ou elle aura en moyenne 20 jobs, 18 pour être précis. Et Vincent a été fidèle au groupe Webhelp depuis 20 ans. Donc c'est un homme de temps long et qui a assisté au début Frédéric Jousset, vous m'en parliez, sur un mandat qui était un autre, parce que Webhelp ne faisait pas du tout ça au début. Il y a eu un pivot rapidement, et Vincent était arrivé dès le début. Et 20 ans plus tard, ils ont annoncé la semaine dernière le rachat d'un colossal concurrent, notamment américain, et maintenant, ils sont passés à un groupe de 440 000 personnes. Et Vincent va témoigner aussi de ce passage avec des technologies, notamment autour de la parole, puisque Webhelp, pour ceux qui ne le sauraient pas, est le leader mondial maintenant avec Téléperformance de tout ce qui est relations clients, qui a été évidemment énormément poussé par le Covid, puisque les marques ont perdu le lien avec la plupart de leurs clients. Il y a eu un coitus interruptus pendant 2 ans et ça existait déjà bien avant, mais ça, j'imagine, ça a contribué à renforcer et à faire remonter encore le positionnement en gamme. Et aujourd'hui, le sujet, et on peut peut-être commencer par vous, c'est est-ce que vous voyez ces nouvelles technologies comme quelque chose qui va totalement transformer vos métiers, ou est-ce que vous pensez que l'humain est et reste au cœur de vos métiers et le restera encore? Non, justement. Alors, ouais, allez, voilà.
je ne sais pas si ça marche. Ça marche bien. Ça marche. Bon, si on m'entend, je vais essayer de parler fort dans tous les cas. Merci pour l'introduction. Oui, effectivement, j'ai accompagné WebHelp depuis sa création. Donc, ça fait de moi un peu un dinosaure, on va dire, dans le bon sens. Et surtout, on a observé plusieurs évolutions technologiques majeures, hein, puisque WebHelp s'est lancé dans le domaine de la recherche sur Internet avant l'arrivée de Google. Donc déjà, on avait subi une disruption majeure, ce qui nous avait amené à revoir complètement notre business model et devenir un prestataire de centre de contact plus classique, hein, moins digital, plus axé sur la voix. Et année après année, on a pu observer l'évolution, la pénétration de plus en plus forte du digital. Ce qu'on observe, on va en parler depuis quelques mois maintenant, c'est sans doute encore une nouvelle étape. Maintenant, nous, notre argument, c'est avant tout l'humain. Think Human, c'est vraiment notre signature. C'est la combinaison de l'humain avec les technologies. Et donc, on pourra reparler de ça, mais on reste convaincu que l'humain a encore de belles années devant lui et que les bots ne vont pas tout de suite remplacer des humains dans le fait de délivrer une expérience client. Parce que c'est de ça dont on parle, ce n'est pas juste gérer les contacts. Merci Vincent, ça permet de bien poser le débat de cette vitesse finalement de la transformation digitale et on y reviendra parce que je vous avais posé la question aussi en préparation de savoir, on y reviendra après, mais comment vous préparez le laboratoire de transformation scindé en deux, la direction de l'organisation et vous-même services futurs qui vont être face à le fait d'avoir une forme de laboratoire avec ces technologies-là. Absolument. Juste avant, vous parliez d'innovation, comment on innove dans des groupes qui sont de plus en plus gros. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on a fait le choix de scinder la partie plus infrastructure de la partie innovation de façon à explorer tout ce que le digital pouvait apporter à nos clients, puisqu'il s'agit essentiellement de nos clients. Et on le fait de plus en plus avec ces large language models, puisque c'est de ça dont on parle, au-delà de ChatGPT, qui est une application au grand public, c'est quel va être l'impact de ces large language models sur notre industrie, mais l'industrie du conseil. Effectivement, c'est capital. Notre métier, il y a 15 ans, c'était essentiellement aligner des conseillers clients derrière des postes de travail et derrière des téléphones. Maintenant, ça a complètement changé. On vend des programmes complets d'expérience, de transformation digitale à nos clients. Et évidemment, les technologies y jouent un rôle croissant année après année. Marine, toi qui parles aussi BI, finalement, ce n'est pas une intelligence artificielle. Je pense que ce qui fait le débat aujourd'hui, la sémantique compte, ce n'est pas une intelligence au sens de reproduire l'intelligence humaine. Et ça, tu pourras aussi en parler, Michael. Donc, toi, dans quel domaine est-ce que vous avez focalisé vos recherches, Marine, et quel a été le breakthrough et qu'est-ce qui vous différencie? Puisque toi, on voit dans ton modèle, chez EasyPicky, vous avez disrupté finalement une industrie. Je ne sais pas si ça fonctionne. Vas-y, prends. Voilà, on va faire traditionnel, même si on est sur… Moi, je trouve qu'il ne fonctionne pas, personnellement. Après, parle fort, vas-y, parle fort. Je vais essayer de trouver… On va faire traditionnellement, même si on est sur un sujet qui est… On va faire karaoké. Tout sauf traditionnel. Donc, effectivement, moi, je suis dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais en fait, ça, c'est super vaste. Et je suis plus particulièrement dans le secteur de l'image recognition. Et en fait, on a la particularité chez EasyPicky de faire ça en vidéo et en offline, ce qui fait qu'on peut s'adapter à tout type de milieu dit contraint. Des milieux sur lesquels il n'y a pas du tout de réseau. Donc, on fonctionne uniquement de façon qu'on appelle embarquée avec, par exemple, simplement la puissance de calcul d'un smartphone ou d'une tablette, qui sont en fait déjà des outils très puissants.
Donc, moi, sur les language models, finalement, ce n'est pas du tout mon secteur et je n'ai pas du tout envie de me positionner comme sachante là-dessus. Nous, on révolutionne l'aspect visuel, en fait, que peut apporter l'intelligence artificielle et on fait ce qu'on appelle de la lean intelligence artificielle puisqu'on n'a pas besoin de puissance de calcul de serveur pour faire fonctionner notre IA qui atteint des niveaux d'accuracy, on appelle de précision, qui sont équivalents à l'œil humain. Ça, c'est pour le contexte. Et en fait, quand on a créé cette boîte, on savait qu'on tenait quelque chose technologiquement, mais les cas d'usage pouvaient être multiples. Et effectivement, Jean-Charles en a parlé. Mon associé, quelqu'un qui a fait les mines de Paris et qui a été très, très excité quand Airbus Aerospace l'a contacté pour faire un proto d'un robot qui irait atterrir sur Mars, parce que sur Mars, en fait, c'est loin de la Terre. Donc, en plus, les conditions d'atterrissage sont compliquées. Donc, finalement, pour piloter le robot au plus juste, l'idée était d'essayer de déporter au maximum en offline et de façon embarquée dans le robot le pilotage pour atterrir. Bon, en fait, après, il y a eu le Covid. Les subventions à obtenir au niveau de l'Europe sont quand même assez longues. Ce qui gouverne souvent dans une start-up, c'est le pragmatisme et le focus. Et donc, il se trouve qu'on a croisé à un même moment quasiment la route de quelqu'un qui travaillait pour un industriel de la grande distribution et qui nous a dit « mais moi, tu sais ce que c'est, mon quotidien, c'est une bonne partie de mon temps, c'est compter des produits en rayon, s'assurer qu'ils sont au bon niveau, voilà, au bon prix, qu'il y a le bon nombre. Bref, c'est un enfer. Et donc, je pense que ta techno pourrait être intéressante. Et c'est comme ça qu'on a vraiment purement focalisé notre technologie sur, du coup, l'industrie du retail. Donc, aujourd'hui, on travaille avec quasiment tous les grands groupes industriels au monde. Donc L'Oréal, Nestlé, Danone, et également en pharmacie et aussi dans les magasins de beauté. Voilà, partout finalement où il y a des points de vente et la nécessité de monitorer des produits pouvant être un produit fini et ou pouvant être un meuble, un affichage publicitaire ou ce genre de choses. Donc pour nous, l'IA effectivement un outil et je souscris tout à fait à ce qui a été dit précédemment. On le voit vraiment comme la complémentarité avec l'humain parce qu'en boutique, quand vous êtes dans un Sephora, pour prendre l'exemple d'un magasin de beauté, jamais l'IA, en tout cas à date, ne pourra remplacer l'interaction avec une conseillère, etc. Voilà, le fait de tester certaines choses, de discuter. C'est pas, l'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est vraiment de rendre au contraire le pouvoir à ces gens-là en leur enlevant tous les aspects un peu rébarbatifs et répétitifs que peut comporter leur travail et en les focalisant sur des tâches à bien plus haute valeur ajoutée. En tout cas, nous, c'est notre positionnement aujourd'hui. C'est effectivement complémentaire avec ce que disait Vincent, c'est que le bataillon, alors il paraît qu'il y a, parce que quand on est sur Zoom aussi, Zoom entend très bien, donc, mais voilà, il ne faut pas mettre trop de retour dans la salle. Donc, okay. Heureusement, la salle est attentive, donc je crois que vous entendez quand même bien, n'hésitez pas à nous dire, mais à mon avis, c'est juste qu'il faut, la salle est relativement silencieuse, tout va bien. Donc on voit que quand on focalise effectivement sur une valeur ajoutée, on peut remettre l'humain au centre et je crois que c'est déjà le point d'interrogation. Pour toi, Nicolas, par rapport à ton métier, où là, c'est le verbe, finalement. Tu prends un message, tu vas le diffuser et vous allez être une forme de caisse de résonance. Qu'est-ce que ces technologies amènent comme opportunité ou comme danger? Réexplique évidemment en un mot aussi ce que tu fais pour des grandes mains. Bonjour à tous. Donc, alors, il faut parler fort. Là, oui, je vais parler un peu plus fort. Il ne marche pas le micro. Effectivement, il n'y a pas de retour. Ce micro. Bonjour à tous. Donc, chez Foxiners, en fait, on est historiquement une marketplace qui va mettre en relation des influenceurs dans le domaine du B2B. Donc, des personnes qui vont être actives sur des réseaux comme LinkedIn, Twitter, qui vont animer des blogs, qui vont avoir des podcasts, avec des entreprises qui vont vouloir mettre en avant souvent leurs experts, qui ont des histoires à raconter qui sont absolument extraordinaires, mais l'histoire, elle ne résonne pas parce que l'expert, il n'a pas la notoriété. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver les bonnes personnes pour amplifier ces messages. C'est vraiment nous ce qui nous tient à cœur.
Et donc, on a développé toute cette marketplace-là de mise en relation. Et aujourd'hui, avec l'avancée, pour nous, ça a toujours été de se dire comment ces experts peuvent avoir plus encore de visibilité, que ce soit auprès de potentiels clients, de potentiels, même en interne, vraiment se dire ces personnes-là ont de la valeur, ils doivent l'expliquer. Donc, pour ça, on travaille avec une communauté de créateurs de contenu spécialisés dans le B2B. Et qui dit créateur de contenu dit on écrit énormément d'articles de blog, on écrit tout ce que vous voulez pour des sites web, pour des articles sur LinkedIn, sur Twitter. Et arrive ChatGPT, travaillant avec ces créateurs, on leur dit mais alors, pour vous, c'est quoi là? C'est la fin de votre métier? Et ils nous disent c'est la fin de notre métier tel qu'on le connaissait. À savoir, des entreprises viennent nous voir pour avoir des articles et après, c'est tout. Aujourd'hui, toujours venant de ces créateurs qui sont plutôt des créateurs qui sont souvent nommés dans des rapports comme Onalytica, par exemple, pour dire qu'ils sont dans les top 100, top 50, ils nous disent clairement, aujourd'hui, notre métier, c'est plus de créer du contenu, mais ça va être aussi de l'amplifier. Parce que c'était un grand problème dans le contenu qui était créé. C'était, voilà, nous, on a mis un contenu, il est en ligne, il est public, mais comment on peut s'assurer que ce que la marque, elle veut, finalement, c'est la visibilité plus que le contenu. Et donc, c'est vraiment ça par rapport à ChatGPT qui nous dit, en fait, nous, c'est un gain de temps énorme parce que notre valeur ajoutée aujourd'hui, la valeur perçue pour une marque, ce n'est pas d'avoir ce contenu, mais c'est d'avoir vraiment cette audience, d'avoir des personnes qui nous écoutent. Déplacement de la valeur. Toi, de ton côté, Michael, il y a aussi des applications industrielles dans l'AI. Tu citais quelques clients, il y a quelques usages incroyables, notamment sur la roue, sur les bateaux. Tu peux y revenir parce que c'est toujours bien, je trouve, d'illustrer ce que ça peut faire. Et toi, tu as beaucoup, bien sûr, de ce qu'on appelle les data scientists, c'est-à-dire ceux qui vont travailler sur ces différents algorithmes. Et tu vois plutôt ça, c'est pas un WebEx, c'est pas l'extension du domaine de la lutte, mais comme quelque chose qui aussi peut leur donner plus de levier finalement au quotidien. Ouais, c'est clair. De toute façon, l'IA aujourd'hui est là pour apporter de la valeur ajoutée, pour aider l'humain dans sa démarche quotidienne, donc simplifier son emploi, la pénibilité, on est en plein dedans avec les retraites. Donc, c'est vraiment des choses qui sont quotidiennes. L'IA, elle est là pour aider les gens. Nous, on le voit, par exemple, on a un grand groupe qui s'appelle Gantrex et qui fait tout ce qui est l'analyse des chemins de fer dans les ports, sur les bateaux. Et ben là, par exemple, ils avaient un technicien très spécialisé. Aujourd'hui, grâce à l'IA, les entreprises ont une application mobile, peuvent prendre en photo des parties bien définies. Ça leur demande de prendre des endroits bien spécifiques et l'IA va analyser et va être capable de dire est-ce qu'on envoie un technicien ou pas. C'est bête, mais grâce à ça, on n'élimine pas de l'emploi, mais on optimise. On a un côté écologique aussi, puisque ça nous évite d'envoyer en jet privé ou alors en avion, en bateau, peu importe, quelqu'un à l'autre bout du monde, parce que potentiellement, il y a eu un problème sur le bateau, il y a une pointe de rouille qu'on pense, ben là, vous prenez la photo, l'IA va l'analyser et elle va pouvoir faire un retour auprès du fournisseur. Donc, on a des éléments comme ça. On a des éléments, par exemple, dans l'industrie qui va permettre d'optimiser le mouvement de la personne qui est sur la chaîne de production. Donc, il y a des caméras et on va analyser si le mouvement est bon. On va pouvoir dire si son mouvement, il risque de se blesser. Donc là, on fait attention à l'être humain. On va lui dire s'il a oublié quelque chose. On évite justement toutes ces problématiques de retour de produits parce que ça a été mal monté, qu'il y a eu un oubli sur le process. Donc, il y a une multitude de choses qui se créent grâce à l'IA et qui permettent aujourd'hui de rendre les sociétés plus rentables tout en diminuant la pénibilité de l'être humain. Et je pense que c'est ça vraiment l'avantage de l'IA. Frédéric, toi, tu es dans un domaine qui est un domaine soi-disant. Je ne sais pas si c'est utile. Qui est soi-disant réservé à une élite, c'est celui de la conception du conseil. Et quand ton associé me disait au début de l'année tout va bien au niveau business, mais, je disais de manière très synthétique et un peu ironique, on peut être disrupté par l'IA, là, c'est vrai qu'on est dans de jolis salons, on se voit mis comme une forme d'élite, et on se dit, voilà, c'est des tâches à plus forte pénibilité qui vont être remplacées. Mais là, il
between the bells quand tu vois que ce sont des cadres supérieurs ou très supérieurs qui peuvent être discutés potentiellement aussi. Là, quel est ton avis par rapport à ton métier, que ce soit sur les profils que tu recrutes, que ce soit sur les missions qui vous sont demandées, que ce soit sur ta stratégie à 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que tu peux nous en dire, que ce soit vous en interne ou ce que tu observes chez tes clients? Oui, de très bonnes questions, en effet. Je suis peut-être un peu moins inquiet ou pessimiste que ce que disait Marc. Je le vois plutôt comme une opportunité aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça va transformer profondément la manière de travailler. Si je me réfère à un outil révolutionnaire comme Excel ou le tableur dans les années 70, on se demande comment les analystes financiers faisaient avant. Je ne sais pas si tu t'es posé la question. Je vois plutôt ChatGPT comme un usage avancé qui va permettre un gain de temps. Ce n'est pas lui qui va fournir une réponse absolue, vraie. Ce n'est pas lui qui va fournir la meilleure analyse, mais il va permettre de compiler un ensemble d'informations jusqu'alors inaccessibles en un temps record, sur lequel on va pouvoir capitaliser et sur lequel on va pouvoir enrichir des analyses de manière plus véloce, en fait. Là où ça peut transformer, effectivement, c'est si tu demandes à un conseil de faire un benchmark sur des sociétés du CAC 40, je pense que ChatGPT sortira un résultat assez probant en très peu de temps, en tout cas beaucoup moins de temps que de consultants. Maintenant, l'analyse qu'il y a derrière, c'est-à-dire faut-il se positionner sur un marché, faut-il faire une acquisition ou faut-il se transformer, ChatGPT ne va pas forcément y répondre. Il y a encore de beaux jours sur le conseil, je pense. Nous, ce qu'on a usage de faire, c'est distinguer 3 grands types d'usages. Il y a un usage qui est personnel, ChatGPT ou l'IA, celui qu'on peut tous avoir, vous avez tous testé, je pense, et tous essayé de lui poser des questions. Il y a un usage bureautique, qui est celui que je citais avec Excel, c'est-à-dire que devant notre poste de travail, on peut avoir recours à ces intelligences artificielles pour gagner du temps. L'IA ne va pas forcément tout faire, mais elle va faire gagner du temps. Peut-être que ceux qui ont un petit peu plus peur, ce sont les agences, par exemple, sur du design, la production graphique. Effectivement, il y a des générateurs comme Midjourney qui font des choses assez bluffantes aujourd'hui. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des deep use cases. Donc, c'est ce que tu citais tout à l'heure, sur lesquels on travaille aussi, et qui, là, pour le coup, vont nécessiter une intégration beaucoup plus fine sur des données d'entreprise. Et là, ChatGPT ne va pas forcément y répondre, en tout cas, pas de manière aussi simple. C'est-à-dire qu'il va falloir le prendre en main, il va falloir le réentraîner sur des données d'entreprise et l'adapter à un processus métier. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas un outil qui est magique, je le vois plutôt comme un accélérateur aujourd'hui, un disrupteur peut-être sur certains domaines, mais à mon avis, il faut plutôt apprendre à l'adopter, à l'utiliser, à être plus productif avec ces nouveaux outils qui vont de toute façon se démocratiser, plutôt qu'à essayer de les refuser. Et donc nous, dans notre métier de conseil, chez Segus, on n'est pas forcément inquiet puisque nous avons pour habitude d'ajouter systématiquement à nos livrables de conseil un démonstrateur. On pense que c'est la bonne manière de faire. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur un cas d'usage, une question qu'on nous pose, on va avoir une analyse, un démonstrateur, et c'est ce démonstrateur finalement qui est la table de la loi. Est-ce qu'il répond à la question ? Est-ce que la preuve de fonctionnement est faite? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est désirable? Est-ce qu'il est viable? Donc les points qu'évoquait Marc tout à l'heure. Et c'est ce démonstrateur qui va le prouver. Donc pour l'IA, pour ChatGPT, on procède de la même manière. Lorsqu'il y a un use case qui peut être résolu grâce à de l'IA, différents types d'IA, on a à cœur de pouvoir le mettre en œuvre nous-mêmes, de montrer que la réponse à la question est donnée et ensuite de s'attaquer à l'industrialisation. Je pense que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est la rapidité à laquelle ces usages se répandent. Quand on voit ChatGPT en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs, c'est ce que TikTok a fait en 1 an. C'est cette vitesse qui est hallucinante, qui fait peur surtout aux services IT dans les entreprises. Disons que le machine learning existe dans les entreprises, ils apprennent à le maîtriser au bout de 10 ans. Là, ils voient un usage révolutionnaire qui est très simple à utiliser et que finalement les métiers peuvent utiliser sans leur approbation. C'est cette peur de manque de maîtrise, je pense, qui inquiète. Pour ceux qui s'interrogent sur cette notion de vitesse, je crois que c'est la clé. Tu as un petit que sais-je de Jean Piaget qui s'appelle le structuralisme et qui justement étudie dans toute l'histoire de l'humanité et des sciences notamment toutes les technologies de rupture. Et à chaque fois, en fait, il y a crise quand l'être humain n'a pas le temps de les digérer, que ce soit sur le plan législatif ou psychologique. À chaque fois qu'il y a une pédagogie de la transformation, et
vous êtes aussi des pédagogues, pas que les cabinets de conseil, mais là, à ce moment-là, les gens comprennent. C'est l'inconnaissance ou la méconnaissance ou la peur qui crée après d'autres effets de bord. Sur un gigantesque, je ne sais pas, un grand groupe comme Webel, on travaille sur ces technologies, pas que celle-là, mais comme vous le disiez, c'est cet intérêt d'avoir été depuis longtemps. Vous avez traversé plusieurs crises, plusieurs moments, plusieurs potentiels disrupteurs, et vous êtes toujours là, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est cette tension, je trouve intéressante, pour de grands paquebots dont on se dit de l'extérieur, je ne connais pas Webel, hein, c'est la taille dont je parle, que finalement, il est très difficile pour eux de bouger, et c'est souvent eux qui se font disrupter. Ce n'est pas la FNAC qui a inventé Amazon, même s'ils essaient de ramer en ayant un magasin online. Donc, y a-t-il une crainte pour des groupes à partir d'une certaine taille, finalement, de se faire pulvériser par une petite vedette rapide? Et qu'est-ce qu'on fait pour s'en prémunir? Ou est-ce que finalement, on se dit non, les choses vont s'agréger peu à peu avec des départements? Et est-ce que vous avez organisé ce que j'appellerais, on l'évoquait tout à l'heure, mais j'aimerais que vous en disiez un peu plus, une cellule innovation, cellule disruption, qu'elle soit défensive, tactique ou stratégique? Qu'est-ce que vous avez mis comme gradation? Puis c'est peut-être arrivé au fil du temps aussi, parce que j'imagine, on en parlait au début, votre rôle de CIO au début, c'était de faire en sorte que le serveur marche quand les gens appelaient. C'est ça, l'histoire de réseau. Quelques mois ou quelques années, c'était plus pragmatique que notre discussion de ce soir. Alors, plein de questions et plein de réponses. Peut-être d'abord une réflexion. C'est vrai que la vitesse à laquelle ça avance est impressionnante. Voilà, ChatGPT, entre le moment où ça a été annoncé et maintenant, il y a déjà eu de multiples ruptures. Et c'est vrai que ce qu'on raconte une semaine peut être faux la semaine suivante. J'allais dire, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à tout ce qu'on observe. Ça, et pour parler de cellules d'innovation, nous, on a mis en place, il y a maintenant plusieurs mois, une équipe qui travaille sur ces modèles, alors sur le côté API de ces modèles, donc pas sur ChatGPT, mais ces déclinaisons, on va dire, professionnelles, entreprises. Et avec cette équipe, on modélise des use cases toutes les semaines avec des étapes visibles et derrière une décision d'aller plus loin, de faire un pilote et éventuellement, in fine, de scale up ce qu'on aura vu. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. En revanche, là où je serais quand même un peu plus mesuré, il y a une grosse différence entre ChatGPT tel qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours et l'utilisation des large language models qui nécessitent pour le coup de faire des développements, d'entraîner des modèles, d'utiliser ce qu'on appelle les embeddings ou le fine-tuning et de faire en sorte finalement que les réponses soient déterministes. Parce qu'à l'heure actuelle, le ChatGPT, il n'est pas déterministe. Vous posez la même question ou approximativement la même question et vous allez avoir différentes réponses. Et nous, ce qu'on voit, c'est que nos clients, évidemment, veulent maîtriser la qualité des réponses. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on pressent, c'est que finalement, la clé, ça va être de combiner cette qualité conversationnelle qui est incroyable, quoi, la qualité de ce qui est généré, avec la capacité à contrôler et donc injecter les propres données de l'entreprise et de nos clients. Et donc là, on voit que c'est quand même plus complexe, donc ça va nécessiter un petit peu plus de temps. Et pour terminer vis-à-vis de notre métier et rebondir sur l'humain et le fait qu'on améliore la qualité de nos opérations, de nos conseillers clients, il y a plein de tâches rébarbatives dans nos métiers. Faire du contrôle qualité, résumer un appel à l'issue d'un appel. Et ça, on se rend compte que ces large language models, appelons-les ChatGPT, changent vraiment la donne. Et il y a des tâches ennuyeuses, répétitives qui vont disparaître, mais ça veut dire que nos contrôleurs qualité, par exemple, vont pouvoir passer plus de temps à coacher les agents et à les faire progresser. Donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas fondamentalement inquiets, mais il faut accompagner cette vague, il faut aller de plus en plus vite, ça c'est une certitude, et certainement pas résister. Après, il y a d'autres sujets, data privacy, data security, ça aussi, ce sont des vrais sujets, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est aussi un vrai sujet. C'est un sujet, moi, qui me fascine, on a l'impression qu'il y a ces fameux data scientists qui
sauraient d'une certaine manière parler aux machines, et puis qui sont loin de nous, la vulgate, non-ingénieurs, etc. Est-ce que vous, dans vos métiers respectifs, vous vivez une guerre justement des talents pour les trouver, ces talents, et les former, ou est-ce que finalement, c'est pas si vrai que ça dans les faits? Alors, bon, évidemment, maintenant, Webel passe au risque mondial, donc vous pouvez les sourcer partout, mais si on prend ton métier, parce que vous avez aussi des data scientists, si on fait un petit tour de table, galère noire de trouver ces pépites. Je me souviens, c'est juste une anecdote, j'avais démarré ma carrière dans le jeu vidéo. C'était un gars qui était magique pour dessiner des sprites. Vous avez Mario en 2D sur la Game Boy. C'est pas en 3D. Le gars allait 8 à 10 fois plus vite que les autres. C'est vrai que dans ces domaines, un très 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 bon, il est vraiment meilleur que les autres. C'est un facteur 8 à 10. Le problème, c'est qu'après les 2 heures qu'il avait passées au lieu des 8, il se roulait en boule sous sa table, parce qu'on était encore en présentiel, et on travaillait sur des choses puissantes. Warner Bros, Citonix, donc ça, est-ce que ce sont des gens qui pensent différemment, un peu comme par exemple les nouveaux joueurs d'échecs, si jeune, mais ils se confrontent que à la machine. Est-ce que ce sont des gens étranges, sociologiquement, ou simplement une denrée rare? Est-ce qu'ils ont basculé déjà dans une forme de métavers? Est-ce qu'il est très rare de les trouver? Comment vous sourcez ces gens-là? Non, ce ne sont pas des gens étranges. Non, oui, il y a effectivement différents types de profils. Hein. C'est un peu réducteur de dire qu'il y a une seule catégorie de data. Je ne connais pas tout ça. Voilà, donc il y a différents types de formations. Déjà, il y a beaucoup de formations maintenant qui forment de très bons ingénieurs ou différents types de profils sur cette science-là, de la donnée. Des profils plus scientifiques, on va dire, qui ont des profils parfois PhD, qui vont faire de la recherche académique, qui vont travailler avec des publications, donc très très en amont. Et puis une partie qui est beaucoup plus appliquée, qui est celle souvent qu'on utilise dans les entreprises aujourd'hui, qui vont résoudre des problématiques plutôt court-termistes. Là où nous, on a une difficulté, effectivement, c'est qu'on est cabinet de conseil. Et ce qu'on aime faire, c'est que ce soit la même personne qui fasse l'atelier le matin, qui code l'après-midi. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on va demander à nos data scientists, à nos ingénieurs, d'avoir une capacité à synthétiser, à comprendre une problématique fonctionnelle, à savoir l'adresser à haut niveau, et à derrière, à savoir conceptualiser et mettre en œuvre une solution, voire piloter une équipe. Donc là, comme tu le disais, il y a besoin de formation un peu spécifique. Ça peut être aussi vrai de l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un cursus plutôt école de commerce, avec un master, pourquoi pas, sur la science de la donnée, et qui vont s'intéresser justement à la mise en application d'outils d'intelligence artificielle un petit peu technologiques, mais pourquoi pas les usages autour de ChatGPT. Donc ça marche dans les deux sens. On n'a pas trouvé de solution miracle, donc on a créé notre propre école de conseil. Lorsqu'on source effectivement des personnes dans de grandes écoles, majoritairement, derrière, on va leur réapprendre la manière de travailler au sein d'une entreprise de conseil. Donc ça, je pense que c'est un point clé, essentiel. Mais pour répondre à ta question, oui, on a une pénurie de profils en France sur ces profils-là. Encore plus que le data scientist, encore un métier peut-être un peu moins connu du grand public et un peu plus ingrat, c'est le data engineer. Donc, le fameux ingénieur qui va tirer les ficelles, aller récupérer la donnée sans qu'on ne fait rien, qui va maîtriser les API, comme tu le disais tout à l'heure, et sur lequel le data scientist va pouvoir s'appuyer. Donc, cette combinatoire en fait, de ressources pour amener des projets technologiques innovants est essentielle. Et le fait qu'ils sachent travailler ensemble aussi. Ça fait partie aussi des écoles du conseil qu'on mène, c'est mettre un product owner, comme on disait tout à l'heure, un designer, un développeur web, un expert en intelligence artificielle et un data engineer dans la même équipe pour craquer un problème, avoir une vélocité maximale et délivrer un service à valeur ajoutée en moins de 3 mois. C'est là qu'est le vrai défi aujourd'hui. C'est comment arriver à faire travailler ces différentes personnes ensemble. On va sauter directement, Michael, puis on reviendra après. C'est un peu un hasard temporel, mais tu as du coup 4 métiers finalement qui se parlent et qui se répondent par rapport aussi aux problématiques de tes clients. Donc c'est une intégration de profils qui sont assez différents finalement et qu'il est difficile de faire fonctionner ensemble.
toujours dans le jeu vidéo, il y avait les programmeurs et les graphistes, donc plutôt des gens cérébraux d'un côté, symboliquement, de l'autre côté, plutôt des artistes. Et c'était l'enfer, c'était l'huile et l'eau, les faire travailler ensemble, c'était vraiment très compliqué. Donc toi, comment est-ce que ça se met en place chez toi? Est-ce que c'est la culture d'entreprise qui crée un point convergent? Est-ce que c'est les besoins des clients? Et comment tu recrutes aussi? Toujours cette question sur les difficultés de les recruter et de les garder. Et les garder. C'est une vraie problématique. Non, nous, on a mis en place le CrossFit. Ils font du CrossFit entre cérébral et designer, et je vous jure que ça les lie un peu. Donc, ça marche plutôt bien. Et non, en fait, on essaye de les faire sortir de leur bulle. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'effectivement, on a des gens qui sont très cartésiens dans leur façon de penser, structurés. Ils ont la base de données comme ça et pas comme ça. Et vous allez avoir le graphiste qui va arriver avec son violon en disant « Et si on mettait le bouton plutôt là-bas? Si on ramenait ça ici ?» Et là, on rentre dans deux mondes qui peuvent vraiment exploser. Donc, nous, on a créé un aspect très familial dans l'entreprise pour justement créer ce lien, cette communication. On crée des ateliers de mélange aussi où le créatif, en fait, ils vont inverser les rôles. Donc, le créatif va devenir la personne plutôt cartésienne, va devoir trouver la solution au problème. Et d'un autre côté, la personne qui est plutôt cartésienne, elle va devoir créer et innover dans une idée plutôt design. Et donc, ça a un peu mélangé. Ça se rend compte aussi finalement que ce n'est pas si facile d'être designer et ce n'est pas si facile aussi d'être, par exemple, architecte réseau ou architecte logiciel. Et donc, on a réussi à créer cette fusion entre les équipes. Après, le recrutement, ouais, c'est une vraie problématique, hein. Nous, on a beaucoup de chance dans notre structure parce que la plupart de nos bureaux sont très liés à des écoles. On est à Québec avec l'Université de Laval, à Mulhouse, on est avec l'école 42, à Braga, au Portugal, on est avec une université aussi qui forme des développeurs. Donc, on a ces liens forts avec les universités. C'était volontaire de notre part aussi, de dire on peut vous donner des experts qui vont venir intervenir et qui vont pouvoir donner des cas concrets d'usage. Et en échange, ça va monter la qualité des développeurs et on espère pouvoir en recruter plusieurs. Mais c'est une vraie problématique aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, la rupture, elle est plus dans ce sens-là aujourd'hui. Parce qu'on parlait tout à l'heure qu'effectivement, ça va vite. Je suis moyennement d'accord dans le sens où l'IA, elle est là depuis des années. Aujourd'hui, ChatGPT a juste rendu public ce que c'est l'IA. Je veux dire, avant, j'allais voir un dirigeant d'entreprise, je parlais de l'IA, lui me disait je ne comprends pas ce que vous me dites, je ne sais pas ce que c'est. Le business model a changé complètement. Maintenant, quand je vais voir un chef d'entreprise et que je lui parle, il me dit ah oui, non, mais j'ai utilisé ChatGPT, c'est génial, quoi. Et là, vous dites, ah ouais, on est plus sur le même modèle, quoi. Et donc, je ne pense pas que ça a accéléré d'un seul coup. Alors, l'utilité sur le B2C, on va dire, a grandi, c'est sûr. Mais je dirais que l'utilité B2B, aujourd'hui, l'IA, elle est dans les mœurs depuis des années, quoi. On l'a juste rendu public et les gens comprennent enfin à quoi sert l'IA et les capacités. Il y a encore ChatGPT est microscopique par rapport à ce qu'on peut faire. Vincent, dans un très grand groupe comme ça, cette question, finalement, de ces gens-là, pour nous, c'est compliqué. Webhelp n'est pas une boîte d'IT ou de technologie. On est avant tout vu comme un BPO. J'aime pas bien le terme. Et donc, les jeunes diplômés, ils rêvent d'aller bosser chez Salesforce, chez Google, chez AWS. Donc, attirer les talents chez Webhelp, c'est un challenge. Alors, on a aussi, nous, cette chance d'avoir des bassins de compétences un peu partout, en Amérique du Sud, sur le Maghreb, au Portugal aussi. Donc, c'est vrai qu'on multiplie les bassins et les lieux où on peut recruter des compétences. Mais c'est compliqué, même dans un grand groupe. Mais quand on n'a pas cette casquette technologique, même si en fait, on est très technologique, on n'est pas connu pour ça. Peut-être ce que je voudrais ajouter sur ce qui a été dit, c'est que avec ces large language models, ChatGPT, etc., on voit aussi de nouveaux domaines de compétences, de nouveaux métiers qui vont apparaître. ChatGPT, on pose une question, on a une réponse. Maintenant, quand on veut utiliser ces modèles, on doit construire un prompt qui est finalement une question avec un contexte. On explique, on demande au modèle, on décrit ce qu'on veut en termes de réponse. Et donc, tout ce travail de prompt engineering, je pense, c'est quelque chose qui va être amené à se développer beaucoup, peut-être au-delà des data scientists, qui, eux, sont plus sur une approche fondamentale, algorithmique. Si on veut utiliser très concrètement ces modèles, on va avoir des nouvelles compétences comme le prompt engineering. Et là, finalement, c'est
des compétences de software development assez classiques. Là, la France est plutôt placée parce que c'est plus global que le niveau des fonds, etc. C'est difficile de recruter en France particulièrement ou non, ça reste quand même un pays d'ingénieurs où on a par source. Nous, c'est vrai qu'on ne recrute pas beaucoup en France. En pratique, on a beaucoup de bassins en Roumanie, en Amérique latine, etc. Donc, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour juger du marché français. C'est quand même des domaines pointus parce que c'est le BI, il y a la vision, donc il y a quoi? Il y a 2 formations en France qui en forment, il sort 20 personnes chaque année, il faut que vous en attrapiez 5 parce que vous êtes en pleine croissance, vous avez fait des fonds, donc c'est un sujet critique. Et puis il y a un autre sujet que je ne vous ai pas posé, alors c'est moins vrai pour Webel qui est déjà très visible, pour les cabinets de conseil aussi, à partir d'une certaine taille, les Big Four viennent te piquer des équipes. Quand tu es petit, évidemment, tu es sous le radar. Tu arrives dans le radar, comme par hasard, ton Chief Technical Officer ou ton CPO sont captés par la concurrence, c'est toi qui les as aidés, puis c'est toi qui les récoltes de façon que la formation ensuite. Donc vous en êtes tout sur ce sujet de recrutement et sur le fait de vous faire capter éventuellement une ressource rare qui pourrait dévoiler les secrets de la migration. Mais tu vois, c'est un petit peu cette idée-là. Est-ce que vous êtes disruptif? Donc qu'est-ce que vous avez dans les structures? Une avance sur la concurrence. Qui achète un fonds quand il met de l'argent chez vous, c'est l'avance, 2 ans, 5 ans, peut-être que vous avez sur une concurrence éventuelle ou avec. Oui, il achète ça et il achète aussi les équipes. Donc, c'est vrai que la question autour des équipes, c'est une question qui est très pertinente. Effectivement, nous, jusqu'à peu, en fait, on recrutait principalement des gens qui avaient fait des PhD en maths, plutôt, maths appliquées. Donc, nous, on a on est organisé autour de 2 pôles sur vraiment l'aspect un peu intelligence artificielle dure. Il y a un pôle qui est vraiment de la pure recherche et il y a un pôle qui est vraiment de la recherche appliquée, mais directement chez des clients sur des projets. Même sur le pôle qui est de la pure recherche, pour nous, c'est quand même important que la personne qui nous rejoint, elle ait en tête que en fait, on est une start-up et que qui dit start-up dit client et qui dit client dit en fait timeline, projet, etc. Que nous, on n'est pas le CNRS et qu'en fait, on doit mettre en face des deadlines, des contraintes. On ne peut pas se permettre de chercher éternellement. Non pas qu'au CNRS, ils cherchent non-stop éternellement, mais on a quand même des grosses contraintes de temps. Je pense qu'on n'a pas forcément dans d'autres formes de recherche. Nous, on a accepté, mais comme plein de boîtes, je vais rien apprendre à personne, on a accepté d'ouvrir beaucoup à certains profils, d'ouvrir aussi géographiquement. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un chercheur, il est basé full-time au Brésil. On a quelqu'un qui est à Dublin aussi, alors même que ce n'est pas du tout des endroits où on a des bureaux. Donc, on est encore à une taille où le sujet fit personnel est vraiment un critère numéro 1 pour dire est-ce qu'on va réussir, même si cette personne, elle ne correspond pas pleinement au candidat rêvé, et puis en plus, elle me demande d'être basée à Dublin, etc. Est-ce que je fais ce pari-là? Donc, nous, on fonctionne quand même beaucoup là-dessus. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les secteurs que sont les nôtres, je pense que tout le monde recherche les moutons à 5 pattes. Et donc, il faut aussi faire preuve de réalisme et de lucidité. Effectivement, nous, la techno qu'on a, c'est une techno qui est unique au monde, qui est brevetée. Et donc ça, quand vous parlez à un scientifique, c'est quelque chose qui a quand même de la valeur pour lui. Il sait qu'il rejoint une boîte qui est vraiment à la pointe technologique, mais du coup, c'est aussi un risque pour nous. Et donc, derrière, il y a un plan on a un plan de risk mitigation au cas où on a le départ de certaines key personnes sur des sujets scientifiques, parce que même s'il y a des clauses, même si tout ça, en fait, si demain certains de nos secrets venaient à être dévoilés, c'est sûr que ce ne serait pas forcément évident. Et donc la réponse, c'est en fait d'avoir toujours quand même pas mal de temps d'avance par rapport à ce qui peut être connu par ailleurs et d'essayer de conserver cette avance-là. Mais c'est évident que c'est un challenge. Et pour le coup, moi, je suis de l'autre côté de la barrière, je ne suis pas du tout un grand groupe. Et ça reste quand même compliqué de recruter.
j'ai parfois seulement quelques années d'écart avec les candidats que je recrute et j'ai l'impression qu'on a juste une vision du monde du travail, etc., qui est différente. Donc, c'est un challenge. Après, moi, j'aime bien les challenges. Donc, voilà, ça nous pousse à nous réinventer. Mais au-delà de cette formation qui, il y a encore 5 ans, n'existait pas en machine learning, etc., enfin, de façon hyper pointue sur la vision, le offline et tout, il y a aussi ce sujet en fait, de fit culturel et de fit personnel qui est un vrai enjeu, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas, après tout, je pense qu'il y a collectivement, il y a une réinvention qui est en cours. Et donc, comme avec ChatGPT, plutôt que de lutter contre, il faut essayer de monter à bord et de redéfinir des contours ensemble. Mais ouais, c'est plus des compétences qui sont parfois rares, parfois chères. C'est un challenge. Côté Nicolas, tu vois finalement définir des critères sur les personnes qui peuvent faire partie de ta plateforme. Tu vois que ton usage finalement change et l'usage de tes clients change. Donc, qu'est-ce que le profil de gens qui se jettent dans ces outils et qui en tirent déjà rapidement le meilleur avec une forme de foisonnement en ce moment et des choses assez étonnantes qui sortent. Parce que toi, vous avez combien de personnes sur la plateforme aujourd'hui, d'influenceurs? Alors aujourd'hui, nous, on référence à peu près entre 2000 et 3000 influenceurs. On discute régulièrement avec beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'on a besoin de recruter? Est-ce qu'on n'a pas besoin de recruter? On a notre plateforme de matchmaking, mais on a aussi une plateforme d'intelligence artificielle. Je suis data scientist. Enfin, je ne suis pas data scientist au départ, je suis mathématicien. Pour la petite histoire, en 2005, quand j'ai été diplômé, moi, j'ai appris à faire du machine learning. Simplement, ça ne s'appelait pas machine learning. J'ai appris 10 ans plus tard que j'étais data scientist. Donc, si jamais vous avez des gens qui ont été diplômés en mathématiques, en modélisation et tout, vous avez sans doute des data scientists dans vos entreprises. C'est la première chose à savoir. C'est pas un métier nouveau. Quand j'étais en finance de marché en 2007, on me demandait de calibrer un modèle de smile de volatilité, par exemple, derrière, c'est quoi? C'est des algorithmes de machine learning qui tournaient. Mais on n'appelait pas ça machine learning, on appelait ça de la calibration à l'époque. Ça faisait un petit peu moins hype. Donc déjà, pour répondre à la problématique de la liquidité sur le marché, oui, il y a ça. Nous, on recrute forcément un peu moins, parce qu'en interne, on a déjà les compétences. Ce que je vois, en fait, c'est une manière très pragmatique. Tu parlais donc en fait, donc on a nous des gens qui font de la génération de contenu, qui vont utiliser des outils gratuits pour utiliser justement tout ça. Donc eux, ils s'adaptent totalement. J'ai eu la chance aussi hier de donner un cours d'intelligence artificielle justement dans une grande école de commerce. En à peu près 20 minutes, on a appris à des étudiants à développer leur premier modèle de machine learning, des gens qui ne sont pas du tout des codeurs. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils no-code qui existent, qui sait comprendre et basé sur des modèles. On a fait des choses simples, reconnaître une banane, reconnaître une pomme, pour être très transparent avec vous. Ça a pris vraiment 20 minutes à leur montrer, à qu'ils prennent tout ça en main. Donc, les outils, ils existent. Moi, je serais moins… je ne cherche pas forcément le mouton à 5 pattes. J'ai compris qu'il n'existait pas forcément. En tout cas, pour une start-up, c'est compliqué. Vous avez sans doute plus de moyens que la plupart des jeunes start-up qui existent. Et par contre, ce que je vois, c'est aujourd'hui, on se fait un monde en fait, des data scientists. Alors oui, il y a des technologies extraordinaires, mais aujourd'hui, 90% de ce que je vois passer en AI, c'est des applications simples en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des data scientists qui ont un PhD avec 15 ans d'expérience. Il n'y a parfois même pas besoin d'avoir des gens qui ont un diplôme de data scientist pour avancer. Il y a plein de choses qui sont faisables. Quand je repense à il y a 3 ans de ça, par exemple, quand on parlait d'AI, on avait donc c'était beaucoup lié au big data, forcément. On commençait à être serein sur les concepts de data lake, data warehouse, toutes les possibilités de stocker, d'accéder les données, comment on les transforme. Aujourd'hui, on a toute cette nouvelle catégorie avec les outils de MLOps qui nous permettent en fait de vraiment… Alors, le MLOps, typiquement, c'est pour se dire, aujourd'hui, on avait toutes les équipes data qui étaient séparées de vos équipes tech.
Donc, ils faisaient les modèles et après, il fallait voir les informaticiens pour les intégrer, savoir quand est-ce qu'on peut mettre ça dans une release, quand est-ce que c'est possible. Aujourd'hui, avec des outils de MLOps, c'est le data scientist, il fait sa petite tambouille et il n'a même plus besoin en fait, d'avoir un développeur pour aller intégrer ce qu'il a fait dans son produit. Il peut faire ses mises à jour comme il veut. Si je dois résumer, c'est à peu près ça. Donc, en fait, tous ces outils, aujourd'hui, je pense que pour 90% des applications, on arrive à se passer de cette ressource parce que oui, sinon, c'est une ressource très, 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 très dure à trouver. Et même ce qu'on voit, nous, chez les créateurs de contenu, il n'y en a aucun qui se dit data scientist, mais j'ai vu encore passer des choses tout à l'heure extraordinaires. Alors, extraordinaire. Moi, je n'avais même pas pensé que c'était un produit qui allait être disrupté. C'était PowerPoint, Keynote, Canva, des outils où vous écrivez des prompts et ça vous génère directement vos slides. Et ça, typiquement, tous ces créateurs de contenu, eux, ils sont là aussi pour diffuser cette information. On va passer la parole à la salle parce que ce sont des sujets qui sont vastes. Parle fort. Ouais, je joue un petit peu le sujet, mais pour à ChatGPT. On a vu à l'époque des cryptos qui avaient des activités qui s'appelaient cryptomanie, qui étaient très très gourmands en ressources. On dirait que c'est pas très noble, on en parlait assez peu. Là, ChatGPT commence à avoir une vraie hype grand public, et donc du coup, la consommation en ressources explose. Je parle de cloud, c'est tout le domaine qu'on voit bien. Est-ce qu'on n'assiste pas en fait à une vraie naissance d'une industrie polluante et vraiment polluante? Peut-être je me tourne vers Vincent, parce que là, sur le Pour le coup, je ne suis pas l'expert sur le sujet. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, tous ces modèles, on les fait tourner dans le cloud. Bonne prémisse, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Maintenant, est-ce qu'on va vers des modèles extrêmement polluants? Pour moi, le point qu'on peut dire, récemment, on travaille un peu dans les échanges avec une start-up française qui s'appelle Edwin et qui fait des chatbots et qui travaille sur des large language models depuis des années. C'est-à-dire que ChatGPT, et il me disait l'autre jour, parce que je leur disais, vous pensez quoi de ChatGPT? Il me disait, mais c'est joli tout ça, mais c'est surdimensionné. C'est-à-dire pour la plupart des besoins, pour tout ce que les entreprises auront besoin de faire, des modèles beaucoup plus petits sont largement suffisants. Et donc la taille des modèles est colossale. Donc effectivement, on peut se dire derrière que c'est quand même sans doute un peu too much pour la plupart des besoins. Maintenant, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Je peux compléter? Moi, ça m'intéresse de compléter parce qu'effectivement, c'était un des axes quand on a développé EasyPicky, l'aspect non énergivore, le fait de faire de la lean AI et d'être entièrement offline fait que nous, on est très, très peu gourmands en serveur. Et c'est marrant parce que c'était quelque chose, quand on en parlait il y a 5 ans, tout le monde était là, ouais, ok, whatever. Et en fait, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui porte, même au niveau de nos clients. Il y en a même qui le mettent en avant sur un aspect RSE en disant, voilà, on travaille aussi avec EasyPicky pour cette raison. Et je suis d'accord avec l'aspect surdimensionnement. Je pense qu'il y a aussi parfois un côté un peu culturel. En tout cas, aux États-Unis, pour ceux qui connaissent un peu, il y a souvent une réponse qui est amenée à un problème technique par le plus gros, voilà, plus puissant, etc. Et en tout cas, à mon sens, c'est vraiment une approche qui est très culturelle, qui est liée à ce pays-là. Nous, en France, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, en France et en Europe, c'est une des raisons pour lesquelles il y a plusieurs boîtes qui font de la lean AI en Europe. L'idée est vraiment de partir d'une page blanche et de se dire un peu à la façon de la haute couture, en fait, on peut faire tout aussi puissant en faisant petit. La puissance n'est pas liée à la taille, en fait. Et voilà, il y a presque un sujet un peu philosophique. Si vous lisez le livre de Bill Gates, il vous dit, en fait, pour réduire les émissions de carbone, il ne vous dit pas prenez moins l'avion. Il vous dit bientôt, il y aura une machine qui permettra de les traiter. Enfin, c'est un positionnement presque philosophique, je pense. Voilà.
Vas-y. Si je peux compléter aussi dans la réponse, parce que je me suis posé la question en fait sur ces cryptos récemment et j'ai voulu faire la comparaison. La première chose, j'ai envie de recentrer le débat sur un premier axe qui est la valeur perçue. Et quand on parle des cryptos, pour moi, il y a deux choses, et on le revoit aussi un petit peu dans cette surutilisation de ChatGPT avec 100 millions d'utilisateurs qui a explosé. L'utilisation des cryptos, moi, je trouve ça, par exemple, fabuleux qu'un stablecoin permette à quelqu'un qui est dans un pays où la monnaie, on sait qu'elle peut fluctuer du jour au lendemain, perdre 50%, c'est-à-dire que la personne stabilise ses revenus. Parce que faut se rendre compte encore dans certains pays, même pour aller faire une conversion en dollars, c'est pas instantané. Donc là-dessus, la valeur perçue, elle est énorme. Et l'intelligence artificielle, il y a des cas comme ça. Quand on utilise de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, déjà, il y a 2-3 ans de ça, on avait des IA qui permettaient de détecter des cancers sur des images. On avait des performances supérieures à celles de médecins entraînés. Donc, je trouve que là, par exemple, on est sur des valeurs perçues qui peuvent être assez intéressantes. Après, c'est un débat de société à savoir si jamais on est prêt à populariser ça ou non. Le deuxième axe, ce que je voudrais aussi souligner dans tous ces outils d'intelligence artificielle, alors ChatGPT, je ne sais plus combien, il y a de milliards de paramètres dedans, c'est assez hallucinant. C'est des modèles qui prennent des journées, parfois des mois à s'entraîner. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois que le modèle il est entraîné, la plupart du temps, après, la réponse elle est instantanée. Ça ne consomme pas forcément plus qu'une API qu'on a déjà à disposition. Donc, il y a cette question-là aussi à se dire, combien de temps il faut passer pour entraîner le modèle? Et le dernier point là-dessus, c'est qu'on voit énormément d'exemples, par exemple en reconnaissance d'image. On a une librairie, par exemple, qui s'appelle PostNet ou d'autres qui s'appellent MobileNet, qui vont être des librairies où on a labellisé des images et on a déjà entraîné le modèle. Et après, on peut faire ce qu'on appelle du transfer learning, où à partir de ce modèle, en fait, qui est déjà un modèle énorme qui a mis des jours à s'entraîner, on va rajouter une dernière couche qui va prendre juste quelques minutes en fait, pour nous entraîner. Et en fait, on bénéficie de ce qui a déjà été fait avant. Et en ça, je trouve qu'il y a énormément d'applications là-dessus. Par exemple, quand je disais l'exemple de reconnaître une pomme, une banane, alors c'est fait vite fait devant un amphi d'étudiants, mais on peut imaginer ça. C'est Google qui fait des vidéos comme ça sur leur site Teachable Machine, où ils vous montrent des personnes qui sont paralysées, qui arrivent à recommuniquer, donc paralysées du visage, pardon, qui peuvent recommuniquer plus facilement grâce à l'IA ou quoi, parce qu'on a entraîné ces modèles déjà entraînés à reconnaître de nouvelles choses. Et c'est en ça où, entre la valeur perçue et on a déjà consommé l'entraînement, réentraîné un tout petit peu le modèle, au final, je trouve que la question mérite de se poser, parce que là, on est en train d'entraîner des modèles encore plus puissants, donc de savoir combien ça peut consommer, mais on revient en fait à la consommation du cloud derrière. Si je fais l'exemple par rapport aux cryptos, pour faire une nouvelle transaction, on a sans arrêt besoin d'avoir du mining très puissant, en fait, sans arrêt. Ici, sur l'IA, c'est beaucoup dans la calibration qu'on consomme, et après, on a la consommation juste d'une API qui tourne. Gros succès sur la question. Moi, je rajouterais juste ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que l'IA a aussi permis des diminutions au niveau consommation. On n'envoie plus un technicien pour rien sur place, donc c'est une économie de carbone. Il y en a plein des exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre sur la pollution, le tri aussi, par exemple. Donc, je trouve que l'IA aujourd'hui, si on devrait faire un tableau comparatif de ce qu'elle consomme par rapport à ce qu'elle rapporte, je pense qu'elle serait un peu meilleure qu'une éolienne, par exemple, en termes écologiques, par exemple. Donc, je pense que l'IA, elle a une consommation, comme on en parlait. Les cryptos, c'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur un autre modèle. Mais les IA peuvent vraiment aider justement sur cet aspect écologique. Et je pense que c'est même d'ailleurs l'un des prochains sujets à travailler, c'est l'IA et l'écologie. Comment on peut améliorer les choses, quoi. Allez, très rapidement, alors, mais en effet, je te rejoins, c'est surtout l'usage. Ce n'est pas tant la technologie qui est polluante, c'est l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que si on peut faire des économies carbone sur des trajets optimisés, c'est beaucoup plus intéressant que de rajouter des filtres sur Instagram. En termes d'empreinte, voilà, la portée n'est pas tout à fait la même. Un autre point, si vous avez lu le dernier rapport du GIEC sur la pollution liée au numérique,
Ce qui pollue aujourd'hui, alors l'IA n'est même pas citée, hein, c'est 80% de la pollution du numérique vient de nos tablettes, de nos smartphones, de nos écrans de télévision. Les data centers que tout le monde a dans le radar, c'est 20%. L'IA au sein des data centers, la quote-part n'est même pas calculée aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment le bon débat. Le débat, il est surtout dans l'usage. Est-ce qu'on a besoin incessamment d'avoir accès à des outils numériques, d'être branché en permanence sur une portable pour avoir des usages qui ne servent pas finalement à grand-chose dans la plupart du temps? L'IA, effectivement, il y a quand même une responsabilité à avoir, c'est-à-dire savoir associer, pourquoi pas, un traitement informatique. L'IA est un traitement informatique. Donc, à un traitement informatique, une consommation carbone, ça, je pense qu'on va y venir. Il y a des labels sur la production aujourd'hui agroalimentaire, il y aura aussi des labels très certainement sur la production informatique. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'on se dirigera vers ça. Donc, on aura cette sensibilisation et cette éducation à faire. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le premier sujet, en tout cas, à l'heure actuelle. En fait, l'intelligence artificielle au sens large et le chat GPT, l'impact sur le business. Moi, ce que je comprends de la discussion aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ChatGPT, est-ce que c'est pas dans sa structure actuelle une sorte de phénomène de mode, sachant que pour l'usage en entreprise, je ne parle pas de l'usage en particulier, c'est un gros sujet quand même de cybersécurité. C'est-à-dire en entreprise, est-ce qu'on peut laisser pour aller balancer de la data, pour aller faire tourner le modèle et aller sans produit de compagnie. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, le ChatGPT, c'est pas un modèle intelligent dans le sens où c'est capable finalement de générer un retour d'information sur une base de connaissances sur un modèle qui a tourné. Et justement, si on laisse trop d'utilisateurs utiliser ChatGPT pour finalement faire le boulot pour lequel ils sont payés, est-ce qu'on ne va pas vers une forme de nivellement de la qualité du service qui va être rendu, ce qui serait quand même assez paradoxal par rapport à l'utilisation de ces outils? Deux questions. Alors, il y a évidemment le sujet que la plupart de nos clients refusent l'utilisation d'une technologie. Monsieur vient du monde de l'assurance. On a quelques clients. On a quelques clients dont je tairai le nom qui ont demandé à nos agents d'utiliser ChatGPT. Et donc là, effectivement, on est rentré dans une discussion en disant c'est pas raisonnable, hein, parce qu'effectivement, c'est une solution qui ne peut pas être utilisée dans des conditions acceptables de data privacy, data sécurité. Mais encore une fois, je pense que ChatGPT, c'est un abus de langage. On parle tous de ChatGPT, parlons plutôt des modèles GPT ou des large language models. Et là, pour le coup, c'est clairement pas un phénomène de mode. Ce qu'on a vu, nous, c'est vraiment impressionnant. On a modélisé le contrôle qualité automatisé, c'est-à-dire que dans notre métier, les appels sont évalués par rapport à des grilles de contrôle qualité avec des critères assez précis. Est-ce que l'agent a été poli? Est-ce qu'il a été empathique, etc., etc. Des choses plus ou moins subjectives. On n'avait jamais réussi à automatiser ce contrôle qualité. Les derniers tests qu'on a fait avec GPT-4 sont vraiment impressionnants. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de contrôle qualité. Alors évidemment, c'est comme un médicament. Hein. On a testé sur quelques appels, hein. On va tester un médicament sur quelques patients et après, il faudra faire des tests beaucoup plus larges. Mais c'est impressionnant. Donc, ce n'est pas un phénomène de mode, ça c'est certain. En revanche, la data privacy, à l'heure actuelle, elle est sujette à caution. OpenAI, les données vont aux États-Unis et qu'aux États-Unis pour l'instant. Microsoft annonce qu'on va pouvoir les héberger dans Azure, donc dans des conditions beaucoup plus contrôlées des entreprises. Mais tout ça, ce n'est pas encore calé. C'est un vrai sujet. À partir du moment où demain, un algorithme généré par ChatGPT, comment on peut être confiable, comment peut-être sécurisable, comment on peut se protéger, entre guillemets. La sécurité, si je balance de l'information technique concurrentielle sur ChatGPT, comment est-ce que je fais pour protéger, entre guillemets, la diffusion, entre guillemets, de cette information?
Alors, je ne sais pas, très clairement. Je pense que c'est une très mauvaise idée pour commencer, quand on est sur quelque chose qui a trait à de la propriété. Absolument, mais ça, justement, ça dépend vachement de la politique d'entreprise. Je sais qu'il y a pas mal maintenant de boîtes aux États-Unis qui ont interdit l'usage de ChatGPT en interne parce qu'en fait, il y avait des ingénieurs qui allaient céder à la résolution de certains de leurs problèmes sur ChatGPT. Et donc, tout le monde était un peu au courant des problèmes qu'ils rencontraient. Ça fait partie des effets de bord, je pense, avec ce genre de nouveautés et de nouveaux usages. C'est sûr que tout le monde s'est emballé, mais c'est autre chose de tester ChatGPT à table à Noël et d'en faire un usage professionnel. Nous, à titre indicatif, il est interdit de se servir de ChatGPT en interne. Après, si demain quelqu'un venait à s'en servir, c'est compliqué d'avoir un contrôle là-dessus. Moi, je ne trace pas l'activité de mes chercheurs. Je marche à la confiance. Après, je suppose que l'idée, c'est de… ChatGPT n'est pas encore suffisamment performant, à mon sens, pour reconstituer à partir d'une question qui est généralement une question extrêmement précise, qui vise un problème qui est un problème technologique qu'on essaye de résoudre dans l'entreprise, mais qui en fait s'imbrique dans dans quelque chose de beaucoup plus global. Et donc aujourd'hui, uniquement avec ce point de détail-là, qui sera la question qui va lui être posée, et sur laquelle le salarié espère une résolution rapide et indolore. Je pense pas. Ce qui compte, c'est la global picture, en fait. Pour moi, le danger, il est là. Et la capacité à des entreprises concurrentes de capter en fait la global picture et un peu la trajectoire technologique qui est en train de prendre la boîte. Voilà, moi, pour vous dire le vrai, j'ai certains de mes chercheurs qui font aussi une sorte de biblio sur LinkedIn, parce que vous avez soit des personnes, soit des boîtes qui publient, voilà, on en est là, machin, on a testé ça. Donc, en fait, et c'est presque beaucoup plus parlant parce qu'ils contextualisent beaucoup dans ce type d'articles, qui sont des articles pas forcément voués à des publications scientifiques, mais beaucoup plus parlant, je pense, que la récupération d'une question sur ChatGPT. Mais honnêtement, on n'a aucun recul. Enfin, c'est quand même compliqué. L'usage s'est démocratisé depuis 3 mois de façon effectivement exponentielle. C'est quand même dur d'avoir du recul sur les effets de bord et ceux de façon exhaustive. Peut-être ajouter, bon, ChatGPT, c'est OpenAI. Si vous allez consulter, j'y suis allé encore aujourd'hui parce que ça change un peu tous les jours, voir les conditions de stockage des données d'OpenAI, elles sont assez claires. Les données sont stockées aux US, mais elles restent vos données, sauf si vous avez accepté de les partager. Donc, ces données sont conservées 30 jours parce que s'il y a une problématique d'usage malveillant, etc. Mais si vous utilisez les API d'OpenAI, vous êtes assuré que ces données restent les vôtres. Mais c'est écrit en gras sur la page en question sur OpenAI, ça ne s'applique pas à ChatGPT. Tout ce qui part sur ChatGPT ou DALL-E ou Whisper va quelque part dans le domaine public. Donc, il y a quand même moyen de travailler dans des conditions acceptables de sécurité, mais avec, je suis d'accord, très peu de recul. Après, c'est aussi un point important aujourd'hui. Je suis d'accord que la data, elle est précieuse et qu'il faut effectivement se protéger de nos data. Après, il ne faut pas oublier que dans le modèle économique de l'IA, ce qui fait qu'une IA fonctionne, c'est justement la data. Donc, à un moment, on a aussi besoin de toute cette data, de générer de la data. Il y a de la data personnelle qui doit rester personnelle, mais je trouve que depuis qu'on a l'open data, par exemple, on peut traiter vraiment plein de sujets intéressants dans le monde. Je veux dire, les États-Unis étaient bien en avance par rapport à nous, et nous, on avait développé un petit soft qui permettait d'estimer un bien immobilier parce qu'on savait récupérer les données jusque chez le notaire du prix qu'avait été vendue une maison similaire par exemple, à 10 km de là. Et donc, la data a quand même une importance aussi dans le traitement de l'IA. Maintenant, c'est plutôt comment cette donnée, après, elle va être stockée, comment elle va être sécurisée. Et je pense que la donnée, elle est nécessaire malgré tout, dans tous les cas.
créer une norme qu'à chaque fois, on peut noter des poches qui peuvent noter de différence. Ça se brasse. Oui, on peut synthétiser et globaliser. Optimise une capacité à traiter la donnée, ça n'a pas un résultat intelligent. C'est seulement intelligence. C'est vrai que le mot intelligence artificielle, là, on pense pas à l'intelligence. Ça, c'est juste des modèles qui travaillent avec les données. C'est ça qui. D'autres métiers de synthèse, je vais à mon avis connaître là, parce que globalement, il faut remonter aussi en gamme peu à peu et scale-up, notamment, je crois que vous avez un département qui s'occupe des scale-up. C'est pas qui ça ça, la relation chez Weber, quand on fait signe client, cette relation entrant, descendant, avec visiblement, j'imagine, des paliers, des niveaux de contrat. Je ne connais pas les services de Weber en particulier. Oui, c'est Zonest. Le sujet, c'est aussi, enfin, en ce qui vous concerne, c'est que du coup, quand on regarde les milliers ou centaines de milliers de clients que vous incarnez, c'est aussi une responsabilité colossale que vous confiez toutes ces plateformes, ces sociétés. On voit bien, nous tous, quand on appelle notre banque ou notre. On passe indirectement, j'imagine, une fois sur deux, quasiment statistiquement, par vous. Et l'expérience client qu'on a des marques qu'on a achetées, elle transite par eux. Donc, c'est un vrai sujet aussi de. Et c'est pour ça que dans les Think Human aussi, c'est le réenchantement des séances. Et là, il y a quand même beaucoup à dire. Donc, si l'AI est utilisée pour réenchanter les expériences qu'on a, on a tous aimé dans nos banques avoir le même guichetier depuis 30 ans. Et c'est vrai que quand on change tous les 2 jours et qu'on passe dans des services qui ont l'air totalement déshumanisés et où on a l'impression que c'est des bots, et puis on ne peut pas répondre à des questions, pour sûrement gagner du temps, ce n'est pas leur responsabilité, c'est ce que j'imagine on leur a demandé de faire. Et c'est un vrai sujet. On avait fait des études statistiques qui étaient intéressantes. Ça date à peu près il y a 2 ans sur une grosse part de notre activité. Ça comme si c'était très vieux, c'est 2 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que le temps passé par nos conseillers à traiter un contact client, c'est sur des contacts de plus de 3 minutes. Autrement dit, 14% concernent des contacts de moins de 3 minutes. Donc, ça veut dire qu'on considère, nous, qu'au-delà de 3 minutes, c'est quand même un appel complexe. Avec la probabilité pour qu'un bot, que ce soit un voice bot ou un chatbot, soit capable de résoudre le besoin du client, elle est faible. Donc, d'ores et déjà, finalement, la disruption, elle a déjà eu lieu. Voilà. Nos agents, nos conseillers sont sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et ce qu'on appelle les appels courts ont déjà disparu ou sont en train de disparaître. Et donc, ce que recherchent les clients de nos clients, quand ils appellent les plateformes, c'est un conseil. Voilà, c'est de la valeur ajoutée, donc, auquel l'intelligence artificielle va aider à ce que le contact soit de bien meilleure qualité. Et donc, il y a un enchantement du client, mais fondamentalement, on voit bien que la disruption, de toute façon, elle a déjà en grande partie eu lieu. Merci en tout cas. On va arrêter là, Vincent, parce que je sais d'autres responsabilités aujourd'hui. Moment d'échange toutes et tous. Un immense merci. Ce sont des points de vue de praticiens qu'on a venus aujourd'hui avec les sur ces 3 tables rondes. Et voilà, nous, en tout cas, le lien qui nous unit là-dessus, c'est la curiosité. La curiosité, on a cette valeur-là parce qu'on estime que c'est probablement une des choses les plus utiles
qu'à l'être humain, parce que ça nécessite de se mettre en abîme, ça nécessite une unité, ça nécessite une mise en action. Voilà, et merci en tout cas